En vous souhaitant la cordiale bienvenue à cette conférence débat. Le thème général de la conférence interpelle et suscite des débats. La balkanisation de la RDC, mythe ou réalité, défis et enjeux. Comme vous allez aussi le découvrir, le bureau de la commission théologique a porté son choix sur 3 compatriotes qui possèdent l'expertise sur le thème en examen. Les orateurs ouvrent les débats. Nous en prenons bonne note. Mieux éclairé par les experts, l'ECC sera appelé à faire une déclaration publique sur la balkanisation de la RDC. Comme porte-parole constitutionnel de l'ECC, le président national va s'adresser tout à l'Église, tant à l'Église qu'à la société globale, aux compatriotes de la diaspora, aux églises et aux pays du Nord. Nous sommes appelés à faire échec à cette balkanisation de notre cher pays. Je suis venu ici pour demander justice. Je vous remercie. Révérend et père spirituel, chers amis, distingués invités, à la formule « l'histoire est un processus sans sujet », un processus sans objet, je réponds, comme Jean-Paul Sartre, que l'essentiel n'est pas ce que l'histoire fait de l'homme, mais c'est que ce processus de faits et des événements fait de l'homme. C'est dans ce contexte que j'ai pensé entrer en conversation avec vous. J'espère à ce sujet être dans un rêve de véridiction, c'est-à-dire dans cette prétention de dire vrai. Je vous entraînerai certainement dans ce que j'appelle vagabondage pédagogique, pratique et critique de la situation tragique et dramatique qui prévaut dans les grands lacs africains. Grands lacs africains à l'est de notre pays. Je serais heureux qu'au bout de la ligne, vous découvriez la vraie causation intentionnelle du drame, ayant pour sous-bassement la balkanisation de la République démocratique du Congo. Balkanisation pour qui? Balkanisation pourquoi? Je vous invite maintenant, mes amis, à comprendre que le Congo, notre pays, et je parle de cela avec passion, et je voudrais que vous voyiez cela de la même manière, avec passion, parce que nous avons un pays riche, qui déjà se constitue comme un enjeu. Et cet enjeu-là, nous allons le qualifier de l'acte de balkanisation. Que le Congo soit riche, mais c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe,
Ce n'est pas une légende de caverne. C'est une réalité. Quand on demande aux Congolais, aux intellectuels congolais, dites-nous comment le Congo est riche. Nous nous grattons la tête sans savoir comment le Congo est riche. Une réalité qui fait l'objet des convoitises des nations. Une réalité qui fait l'objet des convoitises. Et le mot est à sa place. Les nations puissantes de la planète. Et ce, depuis sa naissance. L'idée qu'on parle aujourd'hui de balkanisation du Congo, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis sa naissance. Lesquelles convoitises ont été conclues entre les puissances le 23 février 1885 à la fameuse et historique conférence de Berlin. On sait qu'ici, l'espace Congo, qui s'appelait État indépendant du Congo, l'EIC, fut confié en termes de propriété privée au roi de Belge, Léopold II, qui en fait le gouvernait comme un capital général au service du grand capital. Voici un roi de type spécial qui cumulait un pouvoir parlementaire, un pouvoir absolu, despotique. Je ne reviens pas là-dessus, c'est connu. En grand visionnaire pour les Belges, ce curieux mélange de passion et de réalisme avait compris que le Congo en lui-même était un colosse de richesse au point de provoquer les envies et même de haine entre les puissances. Quel beau pays! Le destin historique du Rwanda devient broyé et insaisissable. La diaspora Tutsi, éparpillée à travers le monde, s'organise pour reconquérir le pouvoir majoritaire au Rwanda. L'International Tutsi Power entre en action et comme lobby international pour reconquérir le pouvoir à Kigali. Ceci, c'est de l'histoire. On ne raconte pas ça comme un mythe, mais il faut voir la réalité en face. Yoweri Museveni, intéressé, va offrir ses services à son frère, Paul Kagame, son ancien agent de service de renseignement. Cette histoire est grotesque et va aboutir à l'assassinat de Juvenal Habyalimana le 6 avril 1994. La mort de celui-ci a plongé le pays dans la tragédie, le drame que nous connaissons. L'exode massif des Hutus, à son tour, va commencer. Les Tutsis sont allés d'abord, ensuite les Hutus vont suivre et ils vont transporter leurs difficultés à l'intérieur du Rwanda au Congo. Tous sont réfugiés. Et ils dirigent dans cette partie de l'est du pays, au Kivu, ils dirigent selon ses moyens et ceci dérange. Ça, je dirai plus tard, et dérange le Congo et les Congolais. Si les Hutus s'appliquaient à retourner au Rwanda moyennant la guerre de vengeance, les Tutsis, nouveaux venus, anciens réfugiés, installés massivement dans la localité d'Uvira, Fizi, Mwenga, Mulenga, Idjui, et aussi les Tutsis éparpillés à travers le Congo-Zaïre, ils sont plus organisés. Eux ont trouvé l'idée géniale. L'idée géniale. Ils se diront, non, nous voulons être à la fois Banya, Rwanda, c'est leur raison, mais nous voulons rester au Congo. Nous allons nous appeler
Banyamulenge. Batoto ya Mulenge. Benamulenge. C'est leur droit. Alors on a vu dans cette organisation un Zaïrois congolo-rwandais, Banyamulenge, devenir un visionnaire. Mes amis, ceci n'est pas fictionnel, n'est pas un mythe, mais une réalité. Aujourd'hui, nos frères, nos amis tiennent réellement à rester au Congo. C'est leur droit. Et par l'ancien chef de cabinet du président Mobutu, ils ont eu massivement la nationalité congolaise. Vous connaissez tous, et nous connaissons tous cette histoire. Mais là où ça devient grave, je parlais de réalité, je parlais de mythe. Mobutu distrait, je vais en train de chuter, Mobutu était distrait malgré les avertissements des esprits clairvoyants. Mais hélas, les plus malins, les plus rusés et les plus forts que lui ont triomphé. Pendant ce temps, avec sa disparition, plus ça dure, plus c'est la même chose. Aujourd'hui, les groupes armés, forces négatives, sont en récréation guerrière, comme les pouvoirs qui ont succédé au marshal Mobutu. On le voit en RDC en train de subir la malfaisance des forces démocratiques de libération du Rwanda, RDL, les Interamwe, les forces de l'armée des résistants du Seigneur, l'alliance de forces démocratiques, les Maïmaï, le Congrès national, etc., le M23. Le Congo souffre et hurle de douleur. Et les multinationales viennent à la rescousse. Billy Clinton n'est pas loin, l'homme de Arkansas n'est pas loin. Et voilà qu'on est en train de dépecer le pays. Ah, les multinationales sont dedans. Pendant ce temps-là, et ce qui est plus grave, les Congolais sont silencieux. Alors qu'on pille chez eux, on vole chez eux, on viole chez eux, on tue chez eux. Pourquoi tout cela? La réponse, à cause de leur richesse, de leur grandeur. Pour une balkanisation, Toka Bolande Mboka. Oui, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi dans une moindre mesure, avec la complicité de la communauté internationale et les multinationales, sont à ce niveau responsables de l'énorme scandale de la balkanisation ou des intentions de la balkanisation. Le constat est net. La prédation va de pair avec la guerre des rebelles qui sème visiblement la mort dans les grands lacs congolais à cause de les richesses du Congo. Les multinationales sont d'origine bien connue. Et leur idée est connue également: déstabiliser, affaiblir, laisser le Congo pourrir pour bien le partager. Encore une fois, ceci n'est pas mythe et c'est une réalité. Je vous invite donc, en conclusion, à la maturité, à la maturation intellectuelle et spirituelle. Surtout à la prise de conscience. Une conscience qui ne se présente pas comme une idée en l'air, comme un ersatz, mais non une conscience qui veut dire gestionner, se questionner pour le bien-être de tous. Chers frères et sœurs, chers collègues, révérends pères spirituels, au vu de ce que je viens de dire, vous avez certainement remarqué que j'ai tenté, pendant un temps, d'occuper vos intelligences éclectiques
avec des choses qui me touchent, qui vous touchent, qui nous touchent, qui touchent la RDC et l'Afrique. Je ne veux pas croire à l'agonie ou à la mort de mon pays. Je ne veux pas non plus croire que cette mort et cette agonie a commencé même si on a l'impression que nous hurlons de douleur. Je veux comprendre. Je veux nous inviter à comprendre que le temps congolais constitue l'instant présent. Que les temps congolais sont aujourd'hui très forts. Que l'heure est grande. Les citoyens congolais doivent comprendre que les premières houles d'équinoxe se lèvent déjà à l'horizon pour l'enfantement. Pour l'enfantement. Et considérer que ce qui nous arrive sont des douleurs de l'enfantement. Pour l'enfantement d'un Congo nouveau. Un grand morceau d'histoire de la renaissance du pays se détache pour nous de l'ange. Pourquoi pas l'ange, l'intelligence du futur. Qu'est-ce que je vais encore dire? Qu'est-ce que je vais encore dire? La balkanisation de la République démocratique du Congo. Mythe, réalité, défi, enjeu. Notre défi, on connaît maintenant. Comment rejoindre, comment vivre cela? Pour éviter cela, le Congolais doit être uni. Et le Congolais n'a pas besoin d'être brazzavillois. Le Congolais n'a pas besoin d'être burundais. Le Congolais n'a pas besoin d'être rwandais. Il n'a pas besoin d'être belge. Il n'a pas besoin d'être américain. Il n'a pas besoin... Le Congolais a besoin d'être Congolais chez lui. Avec lui. Avec ses filles, ses garçons, ses femmes. Ces mauvaises-ures. Le mot n'existe pas, je l'utilise. Ces mauvaises-ures qui l'empêtrent dans la mauvaisité. Congolais. Il est temps. Il est plus que temps qu'on vous parle comme ça, qu'on nous parle comme ça. Vous avez compris ma passion, ma révolte et surtout mon émotion. Je vous remercie, Kwajiki. L'exposé combien riche du professeur Bwantsa, moi je vais plutôt m'attarder sur la politique étrangère américaine. C'est ainsi que j'ai intitulé ma communication « La politique étrangère américaine et la balkanisation du Congo. La stratégie du laisser-faire a montré ses limites. » La balkanisation utilisée comme résolution de conflits en politique internationale n'est pas un fait nouveau. On se souviendra tout récemment de la balkanisation de l'ex-Yougoslavie de Tito, du Soudan de Béchir. Toutefois, le conflit qui a poussé la communauté internationale à concevoir la balkanisation du Congo n'est pas un conflit interne comme ce fut le cas en Yougoslavie et au Soudan. C'est plutôt une exportation des conflits de nos voisins, comme l'a dit le professeur Bwantsa. Et c'est peut-être là l'une des raisons de l'échec de cette politique. Contrairement à des pays africains créés en divisant les nations, le Congo a été créé en unissant les différentes nations. Et depuis lors, les 450 différents groupes ethniques du Congo ont vécu relativement en paix. Une unité qui a dû
du reste été renforcée pendant les 32 ans de pouvoir de Mobutu, qui disait, je cite, « Tatabo, Moko, Mamabo, Moko, Ekolobo, Moko ». Le reste, vous pouvez continuer. Des voix s'étaient déjà levées dans ce pays pour attirer l'attention des politiciens sur le danger que courait le pays. Le débat sur la balkanisation du Congo, au lieu de rester un débat objectif soumis à la rigueur scientifique, est devenu depuis un certain temps un sujet politisé, où les politiciens s'accusent mutuellement de tous les maux. Du coup, l'homme de science se sent en insécurité et court le risque de se replier sur soi-même et laisser le champ libre aux querelles politiciennes. Car, n'oubliez pas, les chercheurs ont horreur d'entendre un matin toquer à leur porte ou kamater. On en a horreur. La balkanisation du Congo n'a pas été décrétée quelque part par une résolution que l'on pourrait vous présenter. C'est plutôt une opération clandestine qui demande un certain exercice intellectuel pour déceler son existence et son mode opératoire. Et la politique étrangère américaine a joué un rôle important dans ce processus. Je vous invite maintenant donc à cet exercice intellectuel et qui va enlever les doutes que certaines personnes émettent sur le danger de la balkanisation de notre pays. Ma démarche sera divisée en 4 étapes. D'abord, je ferai une brève analyse des objectifs et les instruments utilisés dans la politique étrangère américaine. Cette analyse sera suivie par la démonstration de comment la guerre dite de libération est connectée à la politique américaine du laisser-faire. La 3e étape sera consacrée à la résistance congolaise et le blocage de la balkanisation. Et enfin, je proposerai une voie de sortie de ce danger de balkanisation. Sans plus tarder, je passe à la première étape, la politique étrangère américaine, objectifs et moyens d'action. L'erreur la plus grave que Mobutu a commise à la fin de son règne était d'avoir cru que malgré tous les changements qui s'opéraient au monde à la fin de la guerre froide, l'Amérique n'allait pas changer sa politique envers son pays, le Zaïre. Il s'en est rendu compte sur son lit de l'hôpital en Suisse quand Honoré Ngbanda lui annonça que son agent à Bukavu l'a appelé à 5h15 du matin pour lui annoncer que la ville d'Uvira était tombée. Il comprit que sa fin était arrivée et il dit, je cite, « Je n'ai jamais cru que Museveni et les Américains pouvaient me faire ça maintenant. Ils connaissent bien ma situation, donc ils veulent m'achever en me poignardant dans le dos sur mon lit d'hôpital. Malheureusement, mes forces m'ont abandonné. C'est Dieu qui veut ainsi. » Fin de citation. Et les larmes coulèrent de ses yeux. Oui, ainsi sonna le glas pour Mobutu. Car ce qui importe en politique étrangère américaine, ce sont les objectifs à atteindre et non pas les pions qu'on utilise. Hier, c'était Duvalier, le chat du rang. Aujourd'hui, nous parlons de Mobutu. Demain, d'autres tomberont. Les objectifs de la politique étrangère américaine à RDC restent inchangés depuis très longtemps. Ce qui change, selon l'occupant de la Maison-Blanche, ce sont les moyens et les instruments utilisés
en vue d'atteindre ses objectifs. C'est en 1992 que l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa lança cette phrase significative. Je cite, « Washington ne veut plus de Mobutu. Le temps est venu de changer d'allié car il n'est plus crédible. » Félicitations. D'une manière générale, on distingue 4 traditions en politique étrangère américaine. Et il y a les libéraux traditionnels, les conservateurs traditionnels, les néolibéraux et les néoconservateurs. 2 administrations nous intéressent dans notre discussion de ce jour, notamment l'administration Clinton, qui a fait tomber Mobutu, et l'administration Trump, qui peut constituer, à mon sens, actuellement le salut pour le Congo. L'administration Clinton est à classer parmi les néolibéraux. La tradition néolibérale a comme préoccupation le rôle américain dans l'économie globale et la société globale. Pour eux, le rôle de leader dans le monde, dans le grand projet de mondialisation, doit revenir aux États-Unis d'Amérique. L'objectif à atteindre est l'instauration d'un ordre global caractérisé par les démocraties libérales, le marché libre, les sociétés ouvertes et une paix démocratique. Par contre, l'administration Trump peut être classée parmi les conservateurs traditionnels. Pour eux, la protection et la promotion de la sécurité nationale devait être l'objectif principal de la politique étrangère américaine, c'est-à-dire la protection et la promotion des intérêts américains d'abord. C'est ainsi qu'il faut comprendre le slogan « America First » du président Trump. Les interventions extérieures, que ce soit militaires ou financières, qui sont loin des intérêts vitaux américains et qui pourraient épuiser la force de l'Amérique, ne sont pas les bienvenus. Vous comprendrez aisément le retrait de l'Amérique de l'UNESCO, de la Commission des droits de l'homme, de la COP 21 et tout récemment de l'OMS. La liste pourra encore continuer si Trump reste au pouvoir en Amérique. Donc, issus des traditions différentes, les 2 administrations, à savoir l'administration Clinton et l'administration Trump, n'utilisent pas les mêmes moyens pour faire avancer les intérêts américains à travers le monde. C'est donc poussé par les objectifs de leur politique étrangère que l'administration Clinton a décidé d'utiliser les voisins du Congo, spécialement le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, pour changer le pouvoir à Kinshasa dans les années 90 et accéder aux matières stratégiques congolaises. La guerre en soi n'était pas un objectif de la politique de Clinton, mais plutôt un moyen en vue d'atteindre ses objectifs. Ceci me permet d'examiner la relation entre la guerre que nous avons à l'Est et la politique américaine. Je passe donc à la 2e étape, qui est la guerre dite de libération et la politique américaine du laisser-faire. La guerre qui a commencé en 1996 à l'Est du pays est appelée guerre de libération. Mais c'est cette guerre qui est à l'origine de beaucoup de malheurs au Congo, car avec tous les dégâts qu'elle a causés, elle a connu beaucoup de mutations pour devenir, 2 décennies plus tard, un génocide à huis clos sur les populations de l'Est du pays. Le président Mobutu savait que quelque chose se tramait contre son pouvoir à la fin de la guerre froide. Son ministre des Affaires étrangères, ancien secrétaire général de l'OUA, Maître Kamanda Wakamanda, avait dit ceci, je cite,
les citations parfois peuvent être un peu longues, souffrez ça, parce que ça vous donne exactement le contenu, l'essentiel de notre discussion, parce que nous cherchons à prouver que la balkanisation n'est pas un mythe, mais c'est plutôt une réalité. Et que nous, les Congolais, on a été distraits. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je dis ce que M. Kamanga a dit. L'exode des réfugiés rwandais au Zaïre est à considérer comme la tête d'un iceberg, car cette situation n'était pas accidentelle, mais plutôt quelque chose de bien programmé dont seul le Zaïre semblait ignorer les tenants et les aboutissants. Un puissant lobby anglo-saxon travaille sur ce dossier depuis des années avec de solides ramifications au bureau du secrétaire général de l'ONU, dans les structures même de l'ONU, en Allemagne, au Congrès américain, en Grande-Bretagne, au bureau de l'OUA. Le secrétaire général de l'OUA avait déjà initié un dossier fort avancé sur les causes profondes de l'instabilité des populations dans la région de Grand Lac. La solution de cette situation consiste à appliquer sur terrain une étude développée par le professeur Kenya du nom de Mazrui, il enseigne aux États-Unis, et qui consiste à revoir les tracés des frontières des États sur base des affinités ethniques pour aboutir à l'émergence de l'empire Ima à l'est du continent africain. Le secrétaire général de l'ONU le sait et soutient même le plan, puisqu'il détient un exemplaire du rapport du professeur Mazrui. Je conférerai ensuite avec le secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Il me dira, pour le moment, on maintient la position du Zaïre, mais à long terme, le Zaïre, les Zaïrois, doivent arriver à absorber ces populations parce que le problème peut revenir. Fin de citation. Et alors, à la conférence nationale souveraine en 1995, le parlementaire Van Mambouine, bon, tous les deux ne sont plus avec nous, a abondé dans le même sens pour dénoncer le complot contre le Zaïre. En ces termes, je cite encore, le Zaïre est occupé par les Rwandais. Un complot est ourdi contre le chef de l'État zaïrois. Un plan a été concocté par les Occidentaux, de connivence avec le Front patriotique rwandais de Paul Kagame pour embraser la région, favoriser l'avènement d'un empire Tutsi qui engloberait le Kivu, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. La présence commanditée de Barthélemy Bisengimana à côté du président Mobutu n'a été qu'une étape. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire en 1995, s'inscrit dans la logique même de la réalisation du plan arrêté. L'OUA voudrait subtilement amener le Zaïre à céder une partie de son territoire aux Rwandais. Mais le peuple zaïrois sera mobilisé pour une légitime défense vis-à-vis des ambitions démesurées de ses voisins. En attendant, tous les réfugiés rwandais doivent quitter le Zaïre sans condition et le gouvernement devra s'y employer s'il veut se maintenir au pouvoir. Je détiens des documents compromettants. Fin de citation. C'est ce complot qui explique pourquoi Paul Kagame avait refusé plusieurs fois les efforts de Mobutu pour un retour contrôlé des ex-FARC qui se trouvaient dans les camps de réfugiés dans l'est du Congo après le génocide rwandais. En effet, pour mettre fin aux accusations que le Zaïre hébergeait les génocidaires qui cherchaient à renverser le pouvoir à Kigali en vue de parachever leur génocide, Mobutu avait proposé au président rwandais de ce temps là-bas, c'était Bizimungu, de créer une zone franche pour accueillir les réfugiés qui sera ensuite contrôlée par la communauté internationale pour favoriser le retour volontaire au Rwanda
de ces réfugiés. Ceux qui refuseraient de rentrer, le Zaïre s'engagerait à les éloigner de la frontière ou leur demander de quitter le territoire congolais. Kagame rejeta la proposition, alors que son président, Bizimungu, en ce temps là-bas, était d'accord avec Mobutu. Pour ne pas s'attarder sur ce dossier, retenons tout simplement que Mobutu avait multiplié des initiatives de paix auprès de Museveni et Kagame, mais c'était sans succès, car ces derniers étaient déjà engagés sur la voie de la guerre contre le Zaïre. Après l'attaque du Zaïre, l'armée patriotique rwandaise, l'armée patriotique rwandaise, à partir de Siangungu, le président Bizimungu déclara ceci. Je cite, le Rwanda allait remettre en question le traité de Berlin II. Fin de citation. C'était en ce moment-là que les masques étaient tombés. Les visées annexionnistes de Kagame étaient désormais bien claires. Quant aux Américains, leurs objectifs étaient expliqués par le sous-secrétaire d'État américain George Moose devant le Sénat américain en ces termes. Je cite, « Nous devons assurer notre accès aux immenses ressources naturelles de l'Afrique, un continent qui renferme 78% des réserves mondiales de chrome, 89% de platine, 59% de cobalt. Après le sommet francophone, franco-africain de Dakar, en mai 1995, le secrétaire au commerce, Feu Ron Brown, il est mort à un accident quelque part là-bas, a lancé ceci. Les Américains vont tenir la dragée haute aux partenaires traditionnels de l'Afrique, à commencer par la France. Nous ne laisserons plus l'Afrique aux Européens. Et en octobre, lors de sa tournée africaine, le secrétaire d'État américain, Warren Christopher, a renchéré en proclamant que le temps est fini où les puissances extérieures pouvaient considérer les groupes entiers des pays comme leur domaine réservé. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin du soutien de tous ses amis et pas du patronage exclusif de quelques-uns. Fin de citation. L'administration Clinton a ensuite mis en place une stratégie savamment étudiée durant 4 années par les experts du Pentagone et de la CIA pour la conquête des réserves minières en Afrique. Le président Bill Clinton a arrêté sa politique africaine en 1995 par la signature de ce qu'on appelle le African New Opportunities Act. Alors, pendant plusieurs années, les experts américains se sont attelés à la constitution d'importants groupes d'intérêts dont les ramifications s'étendent au-delà des frontières américaines. Et il dit ceci, des écoutes pratiquées par les Français ont aussi permis de localiser des radars mobiles de la dernière génération, capables de diriger des avions et une défense antiaérienne, et un système de transmission rwandaise relié à des formations engagées dans l'ex-Zaïre. La DGSC, ça c'est le service de renseignement français, fait part de son interrogation sur l'origine des mitraillages aériens opérés de nuit contre les camps de réfugiés, à l'est évidemment pas de l'est de la RDC. De tels vols de nuit exigent un entraînement très particulier. Cela pose de graves questions, estime la DGSC, quand on sait que parmi les avions américains déployés figurait au moins un C-130 gunship des forces spéciales véritables, canonnières volantes, blindées et armées d'un canon de 105 mm, de roquettes et de mitrailleuses pouvant même larguer des mines. Fin de citation.
L'origine de ces armes sophistiquées dans la guerre ici, de 1996, était déjà fait remarquer par Honoré Ngbanda, qui avait dit que il avait un dossier sur le transfert de l'arsenal de la marine américaine qui avait servi en Somalie. Vous vous rappelez que la guerre de Somalie, c'était un fiasco pour l'Amérique. Et tout l'arsenal militaire que l'Amérique avait envoyé en Somalie s'était retrouvé en Ouganda. Et lui, il avait vu ça déjà, stocké en Ouganda dans les bases et au bord du lac Victoria. Alors, je viens maintenant à un document plus détaillé qui a été publié par un groupe de chercheurs, il y a aussi des Congolais dedans, sur la participation de l'Amérique à cette guerre. C'est le groupe Craig qui identifie la guerre de 1996, c'est-à-dire la guerre de libération, comme opération. Le titre c'est No Paper Zaire. No Paper Zaire. C'est ça l'opération américaine. Quand on dit No Paper Zaire, ça dit que le Zaire c'est zéro, il n'y a rien. L'absence de l'État, ça n'existe pas. No Paper Zaire. Au niveau économique, la balkanisation a été atteinte. Est-ce que nous contrôlons l'économie, n'est-ce pas, qu'il y a à l'est du Congo? C'est balkanisé. Mais le problème, c'est qu'ils ne pourraient pas passer au niveau géographique de la balkanisation. Voilà. C'est ici qu'il faut situer la persistance de l'instabilité dans l'est du Congo, à travers la politique du laisser-faire américain. En quoi consiste exactement cette politique de laisser-faire? Je vais m'attarder un peu sur cette politique-là. Ce que les Congolais doivent savoir, c'est que la balkanisation du Congo facilite l'accès aux matières premières congolaises. Et que la politique américaine de laisser-faire facilite la décomposition du Congo. La voie choisie par nos détracteurs pour consacrer quoi? Pour consacrer la division du pays en morceaux. Vous allez voir des cartes. Je ne sais pas si Freudiana, où on projette, on fait des projections de 3 pays ou 4 pays, je ne sais pas moi. Ils ont beaucoup d'imagination, toutes ces fabrications d'États nouveaux. Ludo Martens explique cette politique en ces mots pendant la guerre dite de libération. Il dit ceci, je cite, « C'est ça ce qu'il y a dans la tête des Américains. Il n'y a plus d'État au Congo. Il n'y a qu'un vide du pouvoir. C'est normal que le Rwanda et le Ouganda y interviennent militairement. Quand l'État n'existe plus, les principes de l'indépendance et de la souveraineté ne s'appliquent plus. C'est ainsi qu'eux raisonnaient. Laurent Désiré Kabila doit discuter avec toutes les oppositions pour remettre l'État sur pied ou alors pour décider de la division du pays. Les États-Unis pourraient intervenir militairement pour retracer les frontières de l'Afrique et créer de nouvelles entités politiques. Mais ce serait très coûteux. Il vaut mieux laisser les guerres civiles africaines se développer et permettre que le Rwanda et l'Ouganda interviennent militairement au Congo. Ainsi, les Africains eux-mêmes diviseront le Congo et l'Afrique centrale atteindra une nouvelle stabilité. Fin de citation. C'est ça ce qui se passait en Amérique. Il faut dire... Je vous remercie beaucoup parce que j'ai l'impression que les Congolais se réveillent déjà. Parce que j'en ai souffert. J'ai perdu mon emploi au potentiel groupe Télé 7.
j'ai été sous pression des Américains. On m'a fait partir de l'S7 potentiel. J'ai perdu mon emploi. Et quand je suis arrivé à la RTNC, j'ai vu la même chose. Mais je ne suis pas découragé, je sais qu'on va gagner. J'étais très content quand vous avez dit dans l'introduction, il faut se battre pour qu'on fasse échec et nous allons gagner. Je pense que compte tenu de la résurgence du débat suscité par le cardinal Fridolin Ambongo, l'Église catholique, en 2019, et surtout par l'homélie de l'évêque de Bunia, Dieudonné Irindi, le 31 mai 2020, nous sommes dans l'obligation de mobiliser notre peuple afin d'éviter que le Congo implose. En effet, l'évêque de Bunia, Dieudonné Irindi, a affirmé ceci. J'étais en Allemagne. On m'a montré une carte. J'ai découvert que la RDC est déjà divisée en 4 États. Il poursuit. Aujourd'hui, si nous mourons, notamment à Djungu, c'est notamment à cause de ces plans de balkanisation de notre pays pour que le Nord Kivu, Ituri, soit un autre pays. C'est une politique d'occupation des terres, c'est-à-dire les Rwandais et d'autres étrangers puissent occuper notre pays pour exploiter nos richesses. Ça, c'est ce que l'évêque avait déclaré. Mais ce qui est frappant, c'est de voir les silences des élites politiques à Kinshasa qui frisent une complicité. En occultant la question par la grande partie des médias, dans la capitale, intrigue aussi. Je suis à la RTNC, vous suivez, il n'y a pas de débat sur ce qui se passe au Kivu, sur la balkanisation. Je suis dedans et je me pose beaucoup de questions. Ni les parlements, ni les gouvernements, ni aucune autre institution de la République ne se sentent concernés par les dénonciations des princes de l'Église catholique et de la société civile. C'est comme si on dit, les champs à bois, la caravane passe. C'est le 30 juin 2020 que le président Félix Tshisekedi va rompre le silence. Se référant au discours de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, Tshisekedi exhorte le peuple congolais en ces termes. Patrice Lumumba nous invitait à nous opposer de toutes nos forces à la balkanisation du territoire national sous quelque prétexte que ce soit. Effectivement, comme un serpent de mer, la menace de la balkanisation aura traversé l'histoire de ces 60 dernières années, la rendant tumultueuse et trouble sous l'investigation des puissances extérieures en complicité avec les enfants du pays et des pays voisins. Tout est très clair. Loin de briser notre volonté de vivre ensemble, je voudrais que les menaces contre notre pays raffermissent les liens historiques et les sentiments patriotiques qui font de nous les filles et les fils de la grande nation congolaise au cœur de l'Afrique. C'est très clair, il n'y a plus d'ambiguïté. La lutte contre la balkanisation est désormais officielle. Et comment expliquer qu'à Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien? La question de la balkanisation ou de l'imposition de la RDC, que je vais analyser, a commencé en 2008. C'est ça mon histoire. Cette année-là, lors du 12e sommet de la francophonie à Québec, au Canada, nous étions conviés, un collègue sénégalais et moi-même, à écrire des articles dans le quotidien Le Soleil de Québec. Il nous fallait présenter l'apport de la francophonie dans nos deux pays, le Sénégal et la RDC. À ma grande surprise, l'article du journaliste sénégalais a été publié dans les quotidiens et pas les miens. Quand j'ai demandé à mon confrère du quotidien Le Soleil de Québec
Pourquoi mon texte n'a pas été publié? Aucune explication ne m'a été donnée. Il s'est limité à me dire qu'il sera publié sur le site du journal. Ce qui sera fait. Mais pourquoi il n'a pas voulu le faire? Parce que c'est après que j'ai compris. En fait, c'est au Canada où se trouvaient beaucoup plus les grandes entreprises minières qui soutenaient la guerre à l'est du Congo. Et moi, j'avais fait un article pour dire non, il faut que la francophonie nous aide à affronter ces anglophones. Mais je ne savais pas que le Canada était bien que francophone, mais c'était d'abord l'économie, c'était les mines qui passaient avant. C'est après que j'ai compris ça. Après le sommet de la francophonie, des passages à Bruxelles, j'ai rencontré M. Mampaka, pas François, mais Mampaka, qui est député, il était député et puis sénateur belge. Je ne sais pas s'il a fait encore la politique, qui me donne des informations. Il me dit ceci, il y a des informations qui circulent ici à Bruxelles. On voit déjà la carte du Congo déjà coupée en plusieurs États. De retour à Kinshasa, je rencontre Modeste Mutinga. Je lui explique la situation. Je lui dis, mais regarde, il y a une situation qui est dangereuse. Est-ce qu'on peut commencer à faire la campagne? Modeste Mutinga m'a autorisé. J'ai réuni la télévision, les journalistes de Télé 7, Radio 7 et Journal Le Potentiel. Comme moi, j'étais les patrons, Mutinga était parti en politique. J'explique aux journalistes, ils ne comprenaient pas. Comme j'étais le patron, j'ai imposé. Donc c'est depuis 2009, janvier 2009, qu'on a commencé à faire la campagne contre la bancarisation. On a fait des conférences à Fatima, c'était déjà seulement à la cité, et un jour, nous sommes partis à l'université. On a fait, il y avait moi, le professeur Biyoya, et moi et puis Emmanuel Kabongo. On s'est retrouvés, pour toute la première fois, la salle était pleine, avec tous les grands professeurs. Ils ont fait un témoignage, ils ont fait des témoignages pour démontrer que la bancarisation existait. Et j'ai eu le vieux Kiakiziki, après la conférence, qui m'a dit qu'il avait discuté avec le père Ekwa. Le père Ekwa lui a dit, comme le débat est maintenant à l'université, donc le Congo est sauvé. Donc tout le monde était au courant, mais personne ne parlait. Mais ce qui s'est passé après? Après avoir fait des campagnes, des débats, de conférences, le 2 février à 11h, le professeur Kabongo Malou et moi, nous avons reçu dans mon bureau des Américains, 3 agents de l'ambassade américaine. Il y avait 2 Américains, un blanc et un Indo-Pakistanais, et puis avec un Congolais, John Kalonji. C'est lui qui était avec... Il est toujours à l'ambassade, il travaille toujours là-bas. Ils sont venus dans mon bureau, on a passé 1 heure de temps avec eux. Ils voulaient savoir, ils étaient envoyés par le département d'État américain pour savoir qu'est-ce que vous attendez par la bancarisation. On a fait un débat. Comme j'avais assez d'ouvrages, j'ai démontré que ça existe bel et bien. Et puis, ils sont partis. Après 1 année, il y a comment dirais-je, les câbles de Wikileaks qui sont sortis, où on nous cite nommément avec Kabongo. Malou, je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié chez les Américains la rigueur. Ils ont rappelé, donc ils ont écrit tout ce qu'on avait dit. Ils n'ont pas modifié. Mais à la fin, un commentaire. En disant, nous ferons par tous les moyens pour redorer l'image de l'Amérique, parce que ça touchait l'Amérique. Et puis, après quelques temps, on m'a invité à Washington. Donc, c'était dans le cadre de, excusez-moi, US Foreign Policy. Donc, on était parti en formation pour qu'on nous explique, on était des Congolais, qu'on nous explique comment ça fonctionne. Nous arrivons à Washington, au département d'État. On était 8 Africains et 2 Congolais. On a eu une grande conférence avec ceux qui s'occupent de l'Afrique. Il y avait une femme qui était ici en 2000. Elle s'appelle Catherine. Après avoir discuté, parce qu'on avait publié un livre sur la bancarisation en 2013, je l'ai distribué au département d'État.
La dame m'amène de côté, m'appelle de côté, elle me dit, nous sommes inquiets pour votre pays. Il n'y a pas un leadership qui émerge. Et de là, nous sommes partis au Pentagone, aux Nations Unies. Nous arrivons à Tulane University. C'est vers le sud, à New Orleans, en Louisiane. Cette université, c'est pour, je dirais un peu pour les Blancs, parce qu'il y a trop peu de Noirs qui accèdent, parce que ça coûte trop cher. On nous a mis 8 Africains devant quelques étudiants blancs. Et puis, on va m'informer que la femme, la professeure qui organisait les débats, était conseillère de Bill Clinton, mais n'a pas voulu s'afficher. Après les débats, on m'a donné 2 Américains, des jeunes chercheurs. On a eu à discuter avec eux sur la balkanisation, sur l'Afrique. Il y a un de New York qui me posait des questions un peu, pas difficiles, mais des questions de fond. Je lui ai expliqué, en citant certains ouvrages de professeurs américains que j'avais lus. Après la discussion, le gars va dire à celle qui traduisait d'anglais en français que je l'ai convaincu. Parce que pour eux, le Congo était trop grand. Il fallait les couper en morceaux. Mais vous savez, la différence entre nous, Africains, nous Noirs, nous Congolais, avec les autres, c'est que de l'autre côté, les gens pensent, réfléchissent, ils font des projections. Et généralement, il y a ceux qui pensent et ceux qui agissent. Donc vous avez des penseurs et des acteurs. Chez nous, c'est une confusion qui est totale. Mais qui sont les penseurs de cette balkanisation? Je pense que le prof a parlé de Steven Metz. Je ne vais pas encore y revenir, donc tout ce qu'il a dit, c'est correct. Il a parlé de Marina Ottaway. Tout ce qu'il a dit, c'est correct. Mais je vais vous parler d'autres, le prof n'a pas peut-être cité. En 2009, un article est publié dans un magazine américain, Foreign Policy. Dans cet article, qui est signé par le professeur Jeffrey Herbers, chef de chaire à l'université de Miami, dans l'État de Ohio, et Greg Mills de la fondation Breast, basée en Afrique du Sud, sous le titre « There is not Congo ». Le Congo n'existe pas. Selon les 2 auteurs, il est temps de cesser de prétendre le contraire. Ils invitent la communauté internationale à reconnaître ces faits. Mais ce qui est curieux, c'est la fondation Breast, qui est sud-africaine, qui a financé le forum de l'opposition congolaise au Sénégal, à l'île de Gorée. Oui. Et quand on a réagi, parce que quand on m'a informé, j'avais titré que ces 2 auteurs travaillent contre le Congo, ils sont pour la balkanisation. Ils ont réagi. Mais en dehors de ces 2 auteurs, il y a aussi, en Amérique, il y a quand même des think tanks. Vous savez, des Brookings Institution, je pense que le prof le connaît très bien, qui est tellement proche des démocrates. Brookings Institution a publié un article, Global Poverty dans le cadre du développement de l'Afrique. Pour cette institution, plusieurs causes seraient à la base du retard que connaissent plusieurs pays africains. Il s'agit de l'étendue géographique, de la densité démographique, des ressources naturelles et de la montée du tribalisme. Plus un pays est grand, plus la gouvernance est difficile. L'année de même du nombre élevé de la population. Cette situation se répercute ensuite sur la gestion des ressources naturelles et favorise des conflits interethniques. Les pays tels que le Nigeria, le Soudan, l'Angola, l'RDC sont mis à l'index. Avant qu'on coupe le Soudan, les Américains, l'armée américaine, ils ont une base Africom en Allemagne, à Stuttgart.
quand on discutait avec les Américains, on nous a invités. On était 6 Congolais cette fois-ci. Nous sommes partis là-bas. On a fait une semaine avec les militaires. On a eu à discuter avec un général Kipouad, 4 étoiles, donc c'était un noir. Je vais lui poser une question de savoir, on apprend que vous voulez couper le Congo. C'est avant qu'on coupe le Soudan. Les militaires, le général me dit non, nous, on n'a pas de projet de couper le Congo parce que nous ne sommes pas politiques. Quelque temps après, je pense que le Soudan a été coupé en 2. Donc cela signifie que nous ne sommes pas à l'abri. Le 22 septembre 2012, le quotidien New York Times publiait la nouvelle carte géographique de la planète de demain, avec des États-nations qui naîtront de la nouvelle redistribution des frontières. La nouvelle carte futuriste du monde et l'article qui l'accompagnait sont de Frank Jobs et Parag Khanna. L'article annonce la disparition des faits de certains pays actuels dans le monde, dont le Congo, notre pays. L'analyse des 2 auteurs est basée essentiellement sur la dotation en gisement des ressources naturelles du pays et leurs convoitises extérieures. Déjà en 2006, j'étais à Paris, j'ai rencontré un ami français, journaliste. Il avait lu un livre d'un romancier britannique, anglais, John le Carré. C'est l'un des grands, parce que c'était un ancien agent secret britannique. Et les Français avaient lu les livres. Comme chaque fois quand je partais, je discutais sur la bagarre du Congo. Il me l'a acheté, il me l'a envoyé ici. Donc, John le Carré avait publié un roman des Mission Songs, les chants de la mission, qui parlait beaucoup plus de l'ONU, la MONUSCO ou bien la MONUC dans les temps. Il dit ceci: rien que des théoriciens avant-gardistes, des conservateurs en vue, des sommités de la géopolitique, les genres de types qui se réunissent dans les stations de ski pour décider du destin des nations, ce n'est pas la première fois qu'ils se penchent sur le Congo oriental et ce qu'ils voient, l'anarchie comme résultat probable des prochaines élections, les Chinois qui grattent à la porte pour rafler toutes les matières premières, alors que faire? Les Congolais n'aiment pas les Américains. Et c'est réciproque. De leur côté, les Rwandais méprisent les Congolais. Ils sont disciplinés et surtout efficaces. Alors, le plan américain, c'est consolider la présence économique et commerciale du Rwanda au Congo oriental jusqu'à le rendre incontournable. Ce qu'ils veulent concrètement, c'est une annexion en douceur. Ils comptent sur un coup de la CIA. Il y a eu les rapports des experts des Nations Unies publiés en 2012, des experts, mais curieusement, quand on a amené le document aux Nations Unies, cette dame, Susan Rice, ça sont ses mémoires, elle vient de publier en 2019. Elle s'est opposée. Il n'a pas voulu qu'on parle du problème les rapports, qu'on puisse discuter ça aux Nations Unies. Donc, Kagame et tous les globalistes étaient sûrs, ils avaient quelqu'un qui travaillait pour les intérêts aux Nations Unies. Donc, je suis d'accord avec le prof quand il dit qu'il faut se méfier des Nations Unies. Les Congolais sont tellement des naïfs, ils sont comme des enfants. Ils pensent que tout étranger vient ici pour leur bien. Donc, il faut qu'on ouvre un peu les yeux. Je vais vous donner un peu ce que les experts ont écrit en 2012. Ils disent ceci, donc ça c'est les rapports. Les groupes d'experts estiment que la présence du Rwanda dans la République démocratique du Congo a pour but d'accroître le nombre de Rwandais qui se trouvent dans l'est du pays et d'encourager ceux qui y sont déjà installés
à conjuguer leurs efforts pour aider le Rwanda à exercer son contrôle économique. Le prof l'a dit, c'est déjà fait. Maintenant, il y a une autre, l'annexe du rapport qui donne des informations sur la réunion convoquée par l'armée rwandaise afin de soutenir M23. Il y a un qui s'appelle Senkoko, qui s'est présenté comme un représentant de Kabarebe, ça selon le rapport de 2012, et a relayé les messages que le gouvernement rwandais soutient le M23, dont la nouvelle guerre a pour objectif d'obtenir la sécession des Kivu. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on parle au hasard, c'est des choses qui sont, c'est du concret. Je voudrais vous prendre encore un autre exemple, c'est avec Mwamba Chishimbi, qui était à la tête d'un truc de Grand Lac, là, je pense, ce mécanisme, un truc comme ça. Oui, le suivi. Ils étaient en négociation avec M23 en Ouganda. Madame Mary Robinson, qui était envoyée spéciale des Nations Unies pour le Grand Lac, demande aux Congolais de laisser M23 gérer la partie qu'ils avaient déjà occupée. Et l'information passait sur Radio Okapi. Et Mwamba Chishimbi m'a dit, nous pouvons discuter pendant 10 ans, on ne va pas céder même pas un morceau du Congo. Donc ce sont des choses qui sont connues, mais à Kinshasa, on fait semblant, ou bien on est complice. On a parlé de penseurs, mais il y a des acteurs. Je pense que le prof en a donné un, mais je vais ajouter ce que moi j'ai connu. Le premier, c'est Fest William, qui a été le président de la sous-commission du Sénat américain sous l'administration Clinton en 2001. Il dit ceci: la frontière congolaise serait la source de déstabilisation tant par les forces internes que par les forces externes, dont l'objectif consiste à favoriser le découpage du pays en 5 États indépendants. Nos amis allemands, selon la Monseigneur Irindi, il a donné Irindi, donc c'est 4 États. Donc dans les temps, c'était 5 États indépendants. Les Kivu-Maniema, les Kasaï, les Chaba, la province orientale et l'Équateur, les Bandundu et les Bas-Congo. Ça, c'est officiel. Deuxième porteur du projet, c'est celui que vous connaissez très bien, c'est l'ambassadeur Cohen, un lobbyiste de son État. L'ambassadeur Cohen a proposé en 2008, avant la prise de fonction du président Barack Obama, un plan pour résoudre une question pour tous les conflits à l'est de l'RDC. 3 ans après, il précise ses idées dans une interview accordée à un journaliste congolais du site 00243, c'est l'actuel patron de la presse présidentielle, M. Lwakabwanga. Et quand l'information est passée sur Internet, nous on a repris ça dans le journal Le Potentiel. Ça a été publié. Et que dit Cohen? Dans ma lettre au président Obama, j'ai suggéré que l'on légalise le commerce des minerais au Kivu qu'exploitent les hommes d'affaires rwandais. Le Rwanda a envahi le Kivu en 1998. Pendant 6 ans, il a mis en place des réseaux pour l'exploitation des minerais, surtout le coltan qui rapporte des milliers de dollars. Je pense que tout le monde trouvera son compte et la RDC percevra des impôts. J'ai proposé que le commerce des minerais soit légalisé. Mais j'ai rencontré une farouche opposition de la part des Congolais qui évoquent la question de la souveraineté. Je pose la question. Souveraineté. Au département d'État, le Kivu fait partie du Rwanda. Nous publions l'interview de Cohen. L'ambassade américaine a réagi. Mais comme chez eux, ils ont une autre culture, ils ne sont pas habitués à demander des comptes aux journalistes. Donc on a discuté avec eux.
Un jour, il y a une conférence de presse, j'ai envoyé un journaliste pour poser la question sur ce que Cohen a dit. Et l'ambassadeur, les diplomates qui étaient sur place, il a dit que les propos de Cohen n'engagent pas l'État américain, ce qui est vrai. Parce que Cohen était un lobbyiste. Maintenant, dans ce qu'il avait donné comme droit de réponse, Cohen écrit encore ceci. Je demande aux amis congolais de ne pas chercher midi à 14 h avec des débats juridiques inutiles. Il faut plutôt qu'ils cherchent des solutions sur le terrain. Je pense que ce qui se passe actuellement dans l'Est du Congo, c'est très clair. Et surtout que Rwandais a mis ses vols sur Kinshasa, on se pose la question. Au Rwanda, on voit qu'il n'y a que des bananes. Comment est-ce qu'on peut mettre des avions qui doivent faire, comment on appelle ici, qui doivent faire Goma, Bukavu, jusqu'à Kinshasa. Et j'ai eu à faire une émission dans une télévision ici à Kinshasa pour dénoncer. Parce que les Rwandais, Kagame, avec tous les globalistes, pour le moment, tous les globalistes, tous les hommes d'affaires, ce qu'on appelle les mondialistes, ils sont à Kigali. C'est eux qui ont financé la guerre de la FDL. Maintenant, ils sont en difficulté avec Trump. Trump n'est pas dans leur logique. Donc c'est là où vous voyez maintenant que la situation du Congo, c'est que le prof a dit, est presque un peu en équilibre. Mais ils ont changé de stratégie. C'est tuer les Congolais, les déplacer des frontières et placer des populations rwandaises et d'autres populations. Tout est très clair. On ne sait pas ce que ça va donner. Le troisième porteur du projet de l'implosion, à part Cohen, c'est Johnny Carson. Johnny Carson, c'était un noir américain. Il était ancien secrétaire d'État aux affaires africaines sous le mandat du président Obama, quand Susan Rice était aux Nations Unies. Il a été invité par Brookings Institution au mois de février 2013 pour parler de la crise en RDC. Et devant le think tank, Johnny Carson dit ceci. La seule manière de procéder à la division du Congo, de résoudre la crise, consiste à adopter une solution subtile bénéficiant de l'appui de la communauté internationale. Cette solution miracle, selon lui, est celle que les Nations Unies ont expérimentée en Yougoslavie, en Europe et au Sud-Soudan. Nous sommes parvenus à une telle solution pour mettre un terme au conflit dans l'ex-Yougoslavie par le biais des accords d'Dayton. Nous avons réussi à mettre un terme à la plus longue guerre civile qu'a connue l'Afrique, le conflit au Soudan, grâce à l'accord de paix global négocié par les États membres de l'IGAD et appuyé par les États-Unis d'Amérique, la Norvège et la Grande-Bretagne. Résultat, vous savez, la Yougoslavie a implosé et le Soudan est coupé en deux. Mais vous allez comprendre que ce qui nous arrive, ça a été très bien monté. Et qu'est-ce qu'on fait? On casse le pouvoir à Kinshasa. Nous sommes infiltrés. Il ne faudrait plus encore mâcher des mots. Il y a des gens qu'on a placés au niveau, sur des places stratégiques. Quand on veut prendre une bonne décision pour le Congo, ces gens sabotent. Et Madame Susan Rice fait des éloges de M. Kagame, mais elle oublie que M. Kagame est à la base du génocide congolais. Donc, on peut dire ceci, on n'a pas d'autre choix. La première chose à faire, il faut réfléchir, il faut travailler, il faut relire l'histoire. Ça, c'est au niveau de la pensée. Changer de paradigme, construire notre discours, un discours qui donne la fierté aux Congolais. En dehors de ça, il faut s'organiser. Nous travaillons dans un désordre total. Là où il n'y a pas d'organisation, on ne peut pas avoir un succès. Et les autres ont compris parce que
les ONG qui travaillent ici, qui nous financent tous, sont complices. Et vous allez voir dans les médias, il y a des problèmes au Kivu, les médias n'en parlent même pas. C'est parce qu'en finançant comment on appelle ici, les médias, on oriente la ligne éditoriale. Quand vous voulez parler de l'Est, on parlait de gender, maintenant on monte des coups ici, vous voyez tous les politiciens dans la rue en train de discuter sur des choses qui ne valent pas la peine, alors que ce qui se passe à l'Est, personne n'en parle. Une complicité. Donc il faut dire que ceux qui sont encore lucides s'organisent. On n'a pas d'autre choix. Le monde est violent. C'est un monde d'intérêt. Vous ne savez pas vous protéger, on vous prend. Mais à Kinshasa, on a un discours un peu défaitiste, ce qui n'est pas bon. Autre élément que je voudrais, c'est que, pour conclure, c'est l'armée. Le prof l'a dit, on était infiltré à travers les mixages de brassage. Comment voulez-vous une armée qui a fait la guerre pendant 20 ans et jamais on gagne? En 2012, je pense, en 2009, avec l'affaire de Nkunda, on décide ici, on envoie 26 000 militaires, on achète toutes les armes possibles pour mettre Nkunda en difficulté. Ça arrive, les armes arrivent à Goma, sans tirer un coup de feu, Nkunda récupère tout. Complicité des Nations Unies et des Occidentaux. Donc au lieu que les Congolais passent leur temps à se chamailler comme des enfants, il faut maintenant identifier notre véritable ennemi. Notre véritable ennemi, ce n'est même pas l'Amérique, c'est le capitalisme occidental prédateur. Actuellement, il est incarné par les globalistes. Et tous les globalistes sont à Kigali. Ceux qui sont à Goma, qu'on vérifie, il y a une ONG internationale qu'on appelle Congo Externe Initiative. Ceux qui sont à Goma connaissent cette histoire-là. Cette histoire de l'ONG qui est créée, qui est à Goma, fait partie de ceux qui veulent que le Congo soit balkanisé. Il y a un acteur américain, un grand acteur, qui est dedans. On a mis à la tête pour tromper les gens. Mais derrière, celui qui vient de mourir, les républicains, là, c'est John McCain. McCain. Mais ils étaient là-bas, je ne sais pas sa femme ou bien lui, ils étaient à Goma. Ils sont partis faire quoi? Ils ont décidé de couper le Congo. On n'a pas d'autre choix. Et ça, je parle aux églises. Quand on vous donne l'argent, on vous finance, que ce soit les Allemands ou bien les Américains, il faut avoir un discours clair envers ces gens-là. Tout l'argent qu'ils nous donnent, c'est pour nous divertir. On va se lever le matin, le Congo est parti. Deuxième chose, les intellectuels. Je vois que le prof parle, on est menacé. Mais on n'a pas d'autre choix. Ce sont les intellectuels congolais qui doivent faire du travail avec la presse. Parce que si vous faites des histoires, les gens ne sont pas au courant, ça ne sert à rien. Il faut maintenant savoir communiquer. En s'en communiquant, qu'on peut mobiliser notre peuple, au lieu de faire des marches qu'on fait dans la rue pour des petits postes, c'est demander à 5 millions de Congolais dans la rue pour réclamer notre indépendance et le contrôle de l'Est. Comme la plupart des gens sont financés, infiltrés par les Occidentaux, regardez, on nous oriente le discours. Autre chose, c'est l'armée, il faut nettoyer. Ça, c'est à nous de demander des comptes. On sait qui est qui. On laisse faire. Tout ça pourquoi? On a peur de la mort et peur de perdre des privilèges. Moi, j'ai toujours dit, Lumumba, il avait quel âge? Il n'avait pas fait l'université. Il est mort pour ce pays. Mouzé Kabila, à qui on avait demandé de jouer les jeux de la balkanisation. Il a refusé. Et Mouzé Kabila a dit à M. Diana, qui est un ami, 3 jours avant son assassinat. Diana dit à Diana, on lui demande des choses qu'il ne peut pas faire. Je sais, c'était la balkanisation. Il dit, je ne peux pas faire ça. Mais vous, je préfère mourir. Vous qui restez, continuez la lutte. Je pense que le moment est arrivé de nous battre, de laisser ces pays puissants, ces pays forts, pour mettre l'Afrique debout. Et aussi donner quand même l'image, redorer l'image des Noirs toujours inférieure. Le fond du problème est que les Noirs ne méritent pas ça. Et quand vous parlez avec des Blancs, il faut leur dire ça. Il ne faut pas avoir peur. Mais pas avec émotion, mais avec des documents, avec des arguments.
Donc c'est à nous maintenant de nous défendre. On n'a pas besoin qu'on attende la MONUSCO, qu'on attende l'Union européenne, qu'on attende les Américains. Ils vont comprendre quand on va construire un rapport de force intellectuelle et militaire. Et quand on aura des médias qui doivent commencer à mobiliser à l'interne, mais aussi sur le plan international. Parce que j'ai fait beaucoup de voyages, on ne sait pas ce qui se passe au Congo. On a tout verrouillé. Donc c'est à nous de nous mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et par là, je pense qu'aujourd'hui, tout est pourri, sauf les églises. Donc on peut encore espérer. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, permettez-moi avant toute chose de rendre grâce au Seigneur qui a rendu possible cette rencontre scientifique animée par des éminents professeurs et personnalités. Au regard des multiples défis auxquels fait face notre société, le silence de l'Église est une trahison. C'est pour cette raison que l'Église du Christ au Congo, de par sa mission prophétique, est appelée à dire la vérité, dénoncer toutes les injustices et tout ce qui a vilé l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et proposer des voies idoines de sortie de crise. Face au danger de la balkanisation de notre pays, nous sommes obligés, chacun dans son domaine, à nous lever comme un seul homme pour barrer la route à ces macabres et abjects projets. La conférence de ce jour est un jalon posé par notre Église. C'est pourquoi nous remercions tous les conférenciers pour la marque de confiance à notre Église. Nos portes sont ouvertes et vous serez toujours les bienvenus. Je dis merci à la commission théologique de notre Église ainsi qu'à tous les participants. Que Dieu vous bénisse. Indépendance, 40 ans après, le Congo reste une référence de la connerie humaine et de ses conséquences.